Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Timothée et je serai l'animateur de ce webinaire. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Chloé, CEO de Seasonly. Est-ce que Chloé, tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, alors je suis Chloé Renard et je suis CEO de Cisani depuis 2 ans et avant ça, j'ai fait 12 ans chez LVMH. Super. Et est-ce que tu peux nous dire Seasonly, c'est combien de magasins est employé aujourd'hui? Alors donc Cisani, on est une marque de cosmétiques française. On a une cinquantaine d'employés en France et quelques-uns en Europe hors France. Et on a 3 magasins en propre, un site internet et on est distribué chez Sephora partout en Europe. Merci beaucoup. Et on reçoit également Eric. Est-ce que tu peux te décrire en quelques mots à ton tour? Yes, ravi d'être avec vous. Pour faire très bref, j'ai 15 ans d'expérience dans le retail, essentiellement, à Laval Village et aujourd'hui, j'utilise, mon expertise au profit des partenaires avec lesquels, on se lance, chez Alma pour, justement, déployer la solution, en magasin et embarquer, les équipes via la formation. Je te remercie. Enfin, on a Rislem. Est-ce que tu peux te présenter à ton tour? Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Rislaine. Pareil, je vais essayer d'être concise. Une quinzaine d'années d'expérience aussi dans le retail à divers postes, jusqu'à dernièrement au sein d'une direction sur un établissement en grand magasin. Et aujourd'hui, du coup, j'accompagne nos clients chez Combo sur toute la partie efficacité du quotidien sur des sujets RH. Voilà. Je vous remercie à tous les trois d'être ici. On va être ensemble pendant 30 à 40 minutes sur le thème de l'expérience client et collaborateur. Ouais, l'enjeu de la fidélisation employé-client est crucial dans un contexte où personne n'est épargné par la concurrence. Je pense que vous le savez tous. Et d'ailleurs, les données le confirment, puisque les entreprises avec un fort taux d'engagement des collaborateurs sont 21% plus rentables. Et on va commencer tout de suite par les recettes de la culture d'équipe chez Seasonly, avec une première question pour Chloé. Est-ce que tu peux nous raconter votre process de recrutement? Quels sont les profils que vous recherchez? Alors, donc nous, déjà, la particularité chez Cisani, c'est qu'on a donc des équipes au siège et des équipes sur le terrain. Et c'est pas forcément le même, enfin, le même processus de recrutement dans le sens où on n'utilise pas forcément les mêmes plateformes. Par exemple, pour le terrain, on utilise beaucoup Pôle emploi, qui relaie très bien nos annonces vers beaucoup d'autres sites, et un peu LinkedIn depuis récemment. Et parce qu'avant, nos candidats terrain ils n'étaient pas forcément sur LinkedIn, mais c'est en train de changer. Et pour le siège, on utilise Welcome to the Jungle et LinkedIn. On poste c'est assez classique, hein, on poste des annonces et puis notre DRH, Maïmouna, fait un premier échange avec le candidat et puis après en fonction avec les équipes opérationnelles. Pour le retail, on fait aussi une rencontre sur le terrain avec la personne pour qu'elle puisse vraiment voir in situ comment ça fonctionne, parce qu'on a un business model un peu particulier et très différent en fonction de nos points de vente. Donc dans nos studios, on est sur un format un peu institut, magasin de destination où les gens viennent pour faire des soins. Aux Galeries Lafayette, on est au milieu du floor des Galeries Lafayette, et chez Sephora, on est au milieu du floor Sephora, donc c'est à chaque fois très différent. Et donc forcément très différent aussi pour nos collaborateurs. Hmm. Et comment vous arrivez à vous dire que vous avez trouvé le bon candidat? C'est sur quels critères vous vous basez? Alors c'est toujours difficile, honnêtement. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ça. C'est quand il y a en tout cas, on ressent, même si c'est pas forcément facile de ressentir après quelques échanges en général de moins d'une heure, qu'on ressent qu'il y a un fit culturel et de compétences requises pour le poste. Hmm. Ok, très bien. Et justement, on parlait de concurrence tout à l'heure. Comment vous arrivez à vous différencier? Parce que vous utilisez les plateformes effectivement classiques, Pôle emploi, Welcome to the Jungle. Est-ce que vous avez d'autres choses qui fait que vous sortez du lot? Alors sur le terrain, on est connu pour être une entreprise de cosmétiques très bienveillante, ce qui n'est pas souvent le cas. On arrive à capter beaucoup de candidats parce qu'on a très bonne presse. Justement, il faut savoir que il y a 0% de chômage hein, dans le retail sur notre segment, donc les gens bougent beaucoup. Ils parlent beaucoup hein, chez Sephora, par exemple dans un magasin comme Sephora des Champs-Élysées, c'est entre 150 et 200 animatrices sur le floor. Donc les gens discutent énormément et donc ils savent quelles entreprises sont sympas et desquelles sont moins sympas. Donc nous, on a de la chance, on a bonne réputation. Et aussi, on attire les gens parce qu'on a une vraie expertise sur le facialisme, donc qui est donc
technique de massage pour le visage et notre formation est très réputée. Et donc, les gens sont très contents de venir travailler chez nous parce qu'on les forme beaucoup et donc ils reviennent vraiment. Au final, ça remplace des formations payantes. Les facialistes et les formations qui sont payantes, qui sont très chères. Et donc, venir travailler chez nous, ça veut dire acquérir les techniques de facialisme gratuitement, en fait. Donc, ça, je pense que c'est un vrai avantage aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que la recherche de formation, d'apprentissage est clé. Et justement, qu'est-ce qui a changé depuis vos débuts côté onboarding et formation chez Seasonly? Alors, depuis le début, chez Seasonly, ça a changé, mais Maïmouna, donc ma DRH et moi-même, on est toutes les deux très, très orientées formation et onboarding. Et depuis le début de ma carrière, ça a énormément changé. Et en bien. Enfin, quand j'ai commencé à travailler, honnêtement, le département formation, c'était un peu le grand oublié, quoi, je trouve. Et ce qui est pour moi une erreur. Et je pense que la formation est revenue au premier plan de la scène et c'est très bien. Parce qu'au final, c'est ce qui compte le plus. Aujourd'hui, les gens veulent être formés, en fait. Et c'est une vraie valeur, presque plus que le salaire qu'on peut avoir. Voilà, je pense qu'il y a une vraie. Il y a un peu 3 éléments. Il y a la rémunération, évidemment, l'équilibre un peu temps passé au travail et est-ce que je vais être formée. Donc, je pense que la formation est très importante. Donc, nous, on a toujours mis un accent sur la formation. On a un LMS, donc un Learning Management System. On a une directrice de la formation. Donc, on est évidemment très axé sur formation, notamment parce qu'on doit former des gens tous les jours pour pouvoir faire fonctionner nos magasins. Et sur l'onboarding, déjà que ça existe, parce qu'honnêtement, moi, quand j'ai commencé à travailler, ça n'existait pas. On ne parlait pas d'onboarding. Je n'ai pas été onboardée dans mes autres entreprises. On m'a dit, voilà, c'est là, assieds-toi. Et maintenant, c'est devenu quelque chose d'essentiel. On parle de onboarding, on parle de offboarding aussi. Donc, nous, chez Seasonly, on fait les deux. Et concrètement, on a toute une procédure sur nos chaînes d'onboarding. Et donc, tous les gens le suivent et c'est toujours les mêmes rituels pour tout le monde. Donc, c'est devenu assez ancré voilà, pour tous les managers de comment fonctionne l'onboarding. Et tout aussi important aussi, le offboarding. Moi, je rencontre toutes les personnes qui s'en vont, par exemple, de Seasonly pour comprendre. Je trouve que c'est en général au moment où on s'en va, où les langues se délient et on peut choper quelques infos intéressantes pour l'entreprise. Donc voilà, donc ça, pour répondre à ta question, beaucoup d'évolution et en bien, donc c'est une bonne chose. Super. Et comment vous faites rayonner les valeurs de la marque Seasonly lors de cet onboarding? Vous avez des outils pour ça, des méthodes? Alors non, on en parle, mais surtout on donne des exemples et on essaye de l'incarner au quotidien. Honnêtement, c'est vraiment ça le plus important. C'est drôle, on a souvent ce débat de est-ce qu'il faut afficher les valeurs, etc. Donc on n'a plus les valeurs. À un moment donné, on les avait, mais là je regarde, on les a enlevées. Le plus important pour moi, c'est surtout de pouvoir déjà donner des exemples. Donc, une fois de plus, nous, on a les mêmes valeurs pour toute l'entreprise, alors qu'on a des fonctions qui sont quand même très, très différentes, puisque la facialiste qui travaille justement sur le Sephora des Champs-Élysées versus la personne qui est au bureau, c'est pas forcément la même chose en termes notamment de faire vivre les valeurs, parce que quand on est sur un point de vente, on est très souvent tout seul, à devoir faire rayonner tout seul les valeurs de l'entreprise. Donc, c'est donner beaucoup d'exemples aussi qui sont adaptés au quotidien de chacun, puisque c'est pas pareil de faire vivre des valeurs quand on est, donc une fois de plus, facialiste sur un point de vente ou quand on est dans l'équipe marketing au siège. Et c'est de rappeler les valeurs, en fait. C'est-à-dire que d'essayer, moi j'essaye, dès que justement c'est un bon exemple d'illustration d'une valeur, de dire « Ah, super !» et de raccrocher avec une valeur pour que les gens comprennent. À un moment donné, au début aussi, je me souviens, parce que donc moi, ça fait 2 ans que je suis chez Seasonly et tout ça, on l'a mis en place avec notre DRH Maïna qui est arrivée 6 mois après moi. On a tout construit donc sur la partie formation RH à notre arrivée. Et au début, on avait une sorte de rituel où les équipes pouvaient chaque semaine dire voilà, on avait un petit rituel où on disait voilà, cette personne, Ghislaine, la semaine dernière, a super bien illustré la valeur Queen's Gambit, pourquoi, etc. Puis au fur et à mesure, on le fait plus, mais les gens ont bien en tête les valeurs. Et on a parlé d'onboarding qui est effectivement clé quand on recrute une personne. C'est quelque chose qui peut vraiment impacter son quotidien, mais on parle aussi du manager. Quel est le rôle d'un manager chez Seasonly? Alors,
je sais pas si je pense pas qu'il y a un rôle différent chez Season.me. Un manager, pour moi, il doit faire en sorte de motiver ses équipes et de leur faire atteindre l'objectif qu'on s'est fixé pour l'entreprise. Donc ça, c'est, je pense, assez universel. Après, nous, on fait très attention, justement, on a aussi des engagements managériaux. Dans nos valeurs, en fait, on a trois éléments qui définissent vraiment ce à quoi on croit et trois éléments qui définissent un peu nos engagements, notamment managériaux. Et donc ça, c'est, entre guillemets, si un manager ne suit pas ces trois éléments, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que c'est très clair pour tout le monde aussi, la façon, les non négociables quand on est manager chez Season.me. Et vous avez pu identifier des points de tension justement entre justement cette relation entre manager et employé, et quand vous en identifiez, comment vous y remédiez? Alors, je réfléchis, mais pour l'instant, on est plutôt chanceux. Alors, une de nos façons de fonctionner, une de nos engagements managériaux, c'est on est vraiment sur la culture du feedback. Et donc, je pense que grâce à ça, les informations sortent avant que les problèmes n'arrivent. Donc, on arrive à anticiper, je pense, pas mal de choses parce que les gens vont se donner du feedback et donc on va comprendre, on va identifier les signaux faibles avant qu'il y ait vraiment un vrai problème de management. On n'est pas non plus une très grosse équipe aujourd'hui, donc c'est assez facilement gérable. Et tu me disais lors de la préparation que vous n'aviez pas de score INPS, mais est-ce que tu peux nous dire comment vous traquez la satisfaction justement des collaborateurs? Alors nous, on a mis en place donc dans le système justement un peu de feedback et d'évaluation annuelle, parce qu'on a des bonus annuels, notamment pour la population siège. On fait 4 entretiens manager-managé par an et 4 entretiens tous les collaborateurs avec la DRH par an. Donc c'est quand même 8 occasions de voir si les gens sont entre guillemets contents ou pas contents. Et c'est aussi une question noir sur blanc justement dans ces. Donc ces discussions s'accompagnent aussi d'un écrit. Donc nous on utilise Payfit pour pas les nommer. Et on fait des campagnes à l'intérieur de Payfit. Et donc, il y a vraiment une question de comment je me sens, vie pro, vie perso, etc. Donc, on a aussi des verbatims, si besoin, associés. Ok, super, très clair. Je te remercie, Chloé. Et Rislan, du coup, selon toi, ton expérience dans le retail, qu'est-ce qui fonctionnait très bien, toi, côté onboarding? En réalité, il y a une chose de par mon expérience où j'ai intimement convaincue sur la partie onboarding, c'est que les premières heures, les premiers jours sont primordiaux. Il y a clairement, on a eu un avant, un après sur l'onboarding des salariés où on se disait, on a eu un avant où on laissait un petit peu les salariés errer, observer, on se disait, c'est bon, ils vont apprendre d'eux-mêmes, etc. Ils vont observer leurs collègues, ils vont faire par mimétisme. Et ça a été vraiment une grosse erreur. Et on a un petit peu switché. On s'est un petit peu dit, non, en fait, il faut vraiment un vrai process, un peu ce que disait Chloé. Donc, on a mis en place un vrai livret d'accueil, une mise en place justement d'un ce qu'on appelait un buddy, donc finalement un alter ego au sein de la société. Et surtout, on libérait du temps au manager. La partie onboarding, c'est vraiment d'être accompagné du début jusqu'à la fin, depuis l'aspect tout administratif, mais aussi du coup toute la partie formation. C'est ce que vient de dire Chloé. En effet, moi j'ai aussi connu l'époque où la partie formation n'était pas forcément prise de manière aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. Et ça a fait vraiment une vraie différence sur l'implication des salariés, l'engagement des salariés, le fait aussi que du coup un nouveau collaborateur entende un peu les valeurs, parce que c'est très bien lors d'un recrutement, on va avoir la partie, on va dire, un peu belle du nouveau collaborateur où il va dire oui, moi je colle aux valeurs, etc. Mais ensuite, il y a la partie opérationnelle du quotidien. Et là, parfois, les choses, il y a soit un décalage, soit justement, on voit que là, on est vraiment aligné, on veut aller dans le même sens. Donc là, cette partie-là, elle est primordiale. Et côté combo, comment on peut gagner du temps sur l'onboarding en quelques mots? Alors justement, combo, là, l'idée, c'est de dégager du temps au manager. Là, les parties administratives, chronophages, où on demande à un manager
de se charger de toute la partie onboarding, on va dire un peu paperasse, contractuelle, etc., où un manager, on va lui demander de créer le contrat pour les plus petites sociétés, de faire son planning, etc., etc. Toute cette partie-là, pour moi, elle est clairement pas, c'est pas une valeur ajoutée en fait. Le manager, je préfère l'attendre sur le floor, de le former, de lui expliquer ce qu'on attend du coup de ce nouveau collaborateur, qu'est-ce qu'attendent nos clients, et c'est là où c'est vraiment primordial. Et c'est ce qui fait la différence justement. En préparant ce webinaire, j'ai un petit peu regardé les différentes études qui ont été menées sur les dernières années. Et justement, les entreprises qui sont soucieuses de ce genre de sujet, on voit qu'il y a plus de 41% de taux d'absentéisme en moins, justement, lorsqu'on a pris le temps d'onboarder, d'engager, d'impliquer ces nouveaux collaborateurs. Et qui dit du coup moins d'absentéisme, dit aussi forcément une expérience client avec une vraie continuité. Je pense que tu l'observes aussi, Chloé, mais une cliente qui va venir, qui va pousser votre porte, elle retrouve peut-être la même personne qui connaît, du coup, qui lui a fait son service la semaine dernière, elle va revenir, elle va la reconnaître. Et en fait, ça fait toute la différence. Et ça fera que du coup, cette cliente-là, elle reviendra chez Seasonly, elle n'ira pas chez la concurrence. Et bien plus impliquée aussi. Et comment favoriser une bonne communication manager-employé, selon toi? Je vais un peu me répéter, mais c'est de la disponibilité. Il n'y a rien de pire qu'un manager qui te dit « Attends, j'ai pas le temps. On en reparle plus tard. » Ou « Je ne suis pas disponible, je dois faire quelque chose tout de suite. J'ai un changement de planning. Je dois faire quelque chose de hyper important. » Pour moi, un manager, il doit être 100% disponible pour ses équipes, 100% disponible pour le floor, 100% disponible pour les clients. Et du coup, clairement, c'est juste de leur libérer du temps. Un manager, aujourd'hui, il est trop sollicité sur des sujets qui ont zéro valeur ajoutée, à part justement son rôle premier qui est de manager, en fait. Et ça passe de s'équiper d'outils, de pouvoir en gagner en efficacité sur le quotidien. Ok, ouais. Et Eric, je te voyais acquiescer justement. Et au-delà justement de cette disponibilité, qu'est-ce qui fait qu'un manager peut bien accompagner ses équipes en magasin? Yes, effectivement, pour moi, un manager, c'est vraiment à la fois un moteur et un liant. Un liant parce qu'il va faire le tampon entre la volonté de la marque et la volonté des équipes. Et un moteur parce que c'est grâce au manager que tout va se passer correctement au quotidien. Comment est-ce qu'on peut bien accompagner les équipes? C'est déjà d'avoir des attentes qui soient pleinement définies. Et ça peut se travailler dès le recrutement, en fait. S'assurer que les managers sont bien impliqués, évidemment, dans le process de recrutement pour avoir des attentes qui sont clairement identifiées dès le recrutement et pas vendre du rêve non plus pendant les recrutements parce que ça, c'est l'effet déceptif peut être très difficile du coup une fois arrivé dans les sur le poste, quoi. Donc s'assurer d'être très clair dans les attentes. Et après, effectivement, en termes de suivi, je pense que la disponibilité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Un bon manager, c'est que en fait, sa priorité à lui, c'est que l'équipe soit sur les bons rails, qui a la bonne énergie au quotidien, qui a cette énergie positive qui fait qu'ils ont envie de venir travailler le matin et qu'ils sont contents de venir contribuer à la fois au succès de la marque et à la fois à l'expérience client au quotidien. Merci beaucoup, Eric. Avant d'attaquer la dernière partie, je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Voilà, on est aussi là pour interagir avec vous. C'est l'intérêt du direct. Et si vous avez besoin de plus d'informations sur Alma d'ailleurs et sur Combo ou les deux, n'hésitez pas aussi à l'indiquer sur le chat. Je passe donc à la dernière partie sur les clés d'une expérience client réussie. Chloé, comment, de votre côté, chez Seasonly, vous avez imaginé l'expérience client? Alors, l'expérience client, elle a été imaginée par notre fondatrice avant que j'arrive. Mais pour nous, l'expérience, on dit souvent, c'est un peu comme du pointillisme. Donc, c'est une multitude de petits éléments qui vont faire qu'on va avoir une bonne expérience ou une mauvaise expérience. Donc, c'est difficile de vraiment définir quelle est l'expérience, en fait, parce qu'il y a vraiment une centaine de petits éléments différents qui vont faire la différence. Donc voilà, et l'objectif, c'était le concept initial de Seasonly,
Donc en termes d'expérience, donc c'est-à-dire dans nos studios, c'était de proposer une alternative à ce qu'on connaissait jusqu'alors du spa, qui étaient des endroits en général assez froids, assez ouais, c'était beaucoup de marbre, des gens qui parlent pas fort, avec des uniformes, etc. Et nous, on a voulu proposer un endroit qui ressemble plutôt à un appart agréable où on a envie de s'installer et avec des gens qui sont beaucoup plus accessibles et qui nous ressemblent en fait. Donc c'était ça la genèse de Six Amis. Top. On a une question de Jen qui nous demande comment faire face à un manager toxique qui fait que le minimum, sans vouloir s'investir alors que les autres s'investissent. C'est une question difficile. J'ai pas la solution, honnêtement. Ça dépend si vous avez des RH ou pas dans votre entreprise. Faut partir, moi je pense, si on a un manager toxique, faut pas rester. Sauf si on arrive à avoir de l'aide ou si on pense qu'on peut avoir de l'aide en interne, mais Si je peux me permettre, la problématique de ce genre de situation-là, c'est surtout de l'identifier. Souvent, quand il y a un manager toxique, déjà, c'est que potentiellement, les équipes n'ont pas forcément eu l'occasion de pouvoir faire remonter les informations. Et tu disais, Chloé, c'est que chez Six Only, ils ont 8 opportunités de pouvoir faire remonter ces informations et surtout de leur permettre de donner du feedback. C'est pas forcément répandu partout aujourd'hui, encore plus dans le retail. Et d'avoir ces moments-là, justement, de pouvoir échanger et de pouvoir avoir du feedback des équipes managériales, c'est primordial. Et ça fait partie, justement, de l'implication des salariés et de est-ce qu'ils se sentent bien aussi en entreprise. Alors, toute la complexité de Jen, justement, ce qu'elle nous disait que c'était elle la RH. Donc, c'est pour ça que c'est d'où sa question également. Ah, Voilà. Du coup, Oui. comment faire face à un manager toxique si vous êtes vous-même la DRH moi, je pense qu'il faut, chez nous, honnêtement, alors après, je dis ça et puis ça se trouve demain, vous allez recevoir des messages anonymes de gens qui vont dire, mais c'est pas vrai, etc. Mais nous, c'est non négociable. C'est-à-dire que si on repère quelqu'un qui est, entre guillemets, manager toxique, c'est anti-valeur Six-Amis, donc c'est juste pas possible. Même si je sais que dans certaines entreprises, ça, c'est pas forcément mis au premier plan. Et en fait, parfois, on met des managers justement un peu bisounours pour compenser les managers toxiques parce que parfois, ces managers toxiques ont un génie particulier qui fait qu'on ne peut pas s'en passer. Mais nous, c'est pas notre cas, honnêtement, ici. Donc, pour moi, c'est un manager toxique qui ne peut pas rester dans l'organisation. On a Tom qui pose une autre question, qui s'adresse bien sûr à vous trois. Mais comment manager une personne du même âge qui ne vous prend pas au sérieux ou plus ancienne? Est-ce que vous avez déjà eu cette difficulté de différence d'âge qui fait que du coup le management devient difficile? C'est une bonne question. Moi, j'aime bien l'idée. En fait, je pense que pour pouvoir manager quelqu'un qui a le même âge que nous, mais qui ne nous prend pas au sérieux, c'est tout simplement de définir ensemble les attentes et en fait de ne pas forcément chercher à se positionner et d'avoir une ascendance sur le manager, mais plutôt de travailler en collaboration intelligente et d'essayer de trouver des moyens justement de se fixer des objectifs et être un manager, c'est s'assurer que on donne le bon, les bons rails pour atteindre ces objectifs. Donc en fait, l'idée, c'est pas de chercher à avoir un ascendant, à mon sens, sur le manager, mais plutôt d'avoir une collaboration intelligente et de fixer des attentes communes pour pouvoir les atteindre. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi, Eric, et je rajouterais aussi peut-être un petit tips, mais qui est bénéfique aussi pour le manager. C'est que si la personne est plus âgée, elle a forcément, entre guillemets, plus d'expérience en années. Et donc, c'est d'essayer d'apprendre de ça et de mettre en valeur cette expérience. Moi, les fois où j'ai eu à manager des personnes qui étaient plus âgées que moi, j'ai énormément appris, honnêtement. Parce que c'est pas parce que je suis la manager que je peux pas apprendre. Et donc, je dirais profiter aussi pour se former soi-même sur tout ce que la personne peut nous apprendre. Et donc, personne se sentira forcément. Je pense que ça brise un peu la glace aussi, quoi, de voir, de rééquilibrer la relation comme ça.
Ouais, complètement. Merci Chloé, c'est vrai que c'est une bonne dose d'humilité. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec la question que je voulais te poser, c'est, quelle part vos collaborateurs ont dans votre stratégie justement, client, que vous avez mis en place? Bah, 99% de l'espace, mais de toute façon, enfin moi je suis persuadée que les équipes font toute la différence. Heu, donc heu, donc toute l'expérience repose sur l'équipe honnêtement. Mmh. Parce qu'en fait même notre studio, si jamais l'équipe, elle est pas dans le studio, elle est pas, motivée et contente d'être là, le studio déjà, enfin a priori, si le tableau est de travers, tout le monde s'en fiche parce que de toute façon on s'en fiche que le tableau soit de travers. Alors que si, tout le monde est au taquet, le studio va toujours être nickel, les gens vont être contents. Donc, c'est pas que le contact avec l'humain, mais rien que le lieu dépend aussi de l'équipe. Enfin nous on dépend complètement de l'équipe qui est dans nos studios. Mmh. Donc c'est une part énorme. Enfin, le retail, c'est de l'humain, hein, Ouais, et une fois que vous avez mis cette stratégie client, vous allez forcément, vouloir, avoir une bonne satisfaction client. Comment vous la mesurez chez Seasonly? Alors très simplement avec les avis, donc nous on a des pages, Google My Business, pour tous nos points de vente, que ce soit nos studios, ou aux Galeries Lafayette ou, nos Face Glow Bar, donc à l'intérieur des Sephora. C'est un très bon moyen de suivre la satisfaction, et on a aussi un système d'avis sur notre site où les gens peuvent laisser des avis, pour les services qu'ils ont réservés ou pour les produits qu'ils ont achetés. Donc c'est comme ça qu'on mesure, et puis après on a un SAV aussi qui est très actif, on reçoit énormément d'emails. Donc voilà, on est assez, c'est comme ça qu'on a un peu le pouls de ce qui se passe sur le Mmh. terrain. Et comment vous assurez justement qu'il y a une cohérence, dans cette expérience client entre les différents, points de vente, studios, Galeries Lafayette? Bah, je pense que là, justement, ça passe par les valeurs et le manager. Puisqu'en Mmh. fait, on n'aura pas forcément la même expérience, et c'est pas grave. Enfin, parce que je prends souvent l'exemple de Starbucks où évidemment on a la même expérience, c'est l'expérience Starbucks, mais c'est pas le même Starbucks. On n'est pas des robots, mais c'est pas grave, c'est chouette aussi si justement il y a la même énergie au final. Les gens sont contents. Nous, par exemple, nos trois studios, ils ont des personnalités très différentes. Notre studio même s'il y a énormément de points communs, mais c'est pas la même chose au studio de Passy ou au studio Bonne Nouvelle ou au Galeries Lafayette. C'est trois ambiances différentes, mais l'expérience sera similaire parce que les personnes, déjà parce que on fait tourner les collaborateurs entre les points de vente. Donc ça permet que tout le monde ait une vision un peu des différentes expériences, justement. Et voilà, je pense que ce qui nous lie, c'est justement ces valeurs et la façon dont on manage. Mmh. Et vos équipes sont objectivées justement sur, certains chiffres clés, sur les avis clients notamment peut-être? Alors, pas directement, non. Alors, les objectifs, c'est assez. Moi, je suis en grande réflexion sur les objectifs. J'entends de plus en plus. Alors, moi, je suis assez traditionnelle sur les objectifs et sur les objectifs chiffrés, notamment pour les équipes retail. Mais je m'intéresse beaucoup aujourd'hui à un peu la nouvelle mouvance qui dit que ça, c'est inutile de mettre des objectifs. Aujourd'hui, nous, on a encore des objectifs, mais qui sont plutôt des objectifs de vente. On a eu aussi des objectifs sur quand on a notamment ouvert les Face de bar chez Sephora, mais c'était pas des objectifs entre guillemets rétribués par de l'argent, mais c'était on faisait un podium chaque semaine de la personne qui avait eu le plus d'avis. On l'a félicité. On met toujours en avant aussi quand des gens ont des super avis. On a des groupes WhatsApp, des boucles en interne avec nos équipes terrain. Donc quand il y a des super avis, on le poste sur WhatsApp et on félicite la personne qui a eu cet avis. Et puis les gens sont aussi, nos équipes terrain sont aussi fiers. Donc parfois c'est elles-mêmes qui partagent des avis. Donc c'est pas forcément lié à l'argent, mais honnêtement c'est pas non plus forcément ce qui fonctionne le mieux, l'argent. Parfois juste la reconnaissance et voilà, se sentir enfin voilà, content d'avoir des. Enfin, en plus, c'est hyper gratifiant. L'avantage des avis, honnêtement, c'est que la chose la plus gratifiante, c'est quand même quand quelqu'un écrit enfin, de façon universelle et publique, Rislen est extraordinaire, il s'est occupé de moi pendant 30 minutes, génial, je reviendrai.
c'est le premier, voilà, le premier point positif, c'est le boost d'ego pour la personne en question. C'est très vrai. C'est très vrai ce que vient de dire Chloé, pour l'avoir vécu personnellement sur le dernier établissement où j'étais directrice. On avait justement des scores par rapport aux notes que pouvaient donner les clients après leur expérience au magasin. Et en réalité, ce que voyaient du coup les équipes, c'était plus le message en lui-même, au-delà justement des scores. Et c'était super gratifiant. C'est très vrai, très très vrai. Et concernant Seasonly, est-ce que vous avez des projets pour améliorer cette expérience client encore plus? Toujours, honnêtement, c'est ce qu'on, enfin, une fois de plus, hein, c'est ce qui est le plus important dans notre métier, c'est de faire en sorte que nos clients soient satisfaits. Que ce soit parce qu'on a des bons produits ou que ce soit parce qu'ils n'ont pas fait la queue dans notre boutique ou parce que leur soin il a commencé à l'heure ou ils ont voulu décaler leur soin au dernier moment. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Souvent, je regarde les avis aussi un peu de la concurrence et souvent les mauvais avis, c'est parce que c'est le manque de flexibilité justement et de service client. C'est assez rarement que l'expérience n'était pas bonne. C'est très souvent, j'ai eu le Covid au dernier moment, j'ai voulu décaler, on m'a dit que non et qu'il fallait que je paye la presta. Enfin, c'est très souvent en dehors du service en question pour lequel on a payé. Donc oui, nous, on essaye voilà, notamment en CRM, de travailler notre CRM. Surtout qu'on a le projet d'ouvrir plus de studios en France cette année. Donc, c'est le moment vraiment de se structurer pour s'assurer que niveau expérience client, on est irréprochable. Mais oui, puis en plus, avec beaucoup d'outils nouveaux qui se modernisent, avec l'IA, on peut faire des choses nouvelles qu'on ne faisait pas avant. Donc oui, on essaye toujours de s'améliorer. Eric, à ton avis, toi, quelle place joue la formation des équipes sur cette expérience client? Pour moi, c'est primordial. En fait, c'est assez drôle parce que nous, on a un service qui, en général, est un nouveau service pour les magasins et on se rend compte que, très souvent, on va se concentrer sur l'aspect technique, d'accord? Et leur dire: «Bah, voilà, en fait, vous avez un nouveau bouton qui est apparu sur la caisse». Et en fait, là où on fait vraiment la différence et en particulier chez Alma, l'idée, c'est de pouvoir, accompagner les équipes de vente, non seulement sur l'aspect technique, mais surtout sur, du coup, l'accompagnement sur, comment vendre, en fait. C'est de se dire: «OK, comment est-ce qu'on s'inclut pleinement dans le cérémonial de vente de chaque marque avec laquelle on travaille et de pouvoir justement accompagner les équipes de vente pour qu'elles soient pleinement à l'aise une fois sur le floor, parce que c'est ça qui fait la différence. C'est pas juste on a un nouveau service et allez-y, utilisez-les. C'est voici comment ça va bien se passer et faire en sorte que effectivement vous soyez pleinement comment dire, vous ayez tous vos moyens en fait vis-à-vis des clients pour pouvoir justement offrir une expérience qui soit la plus mémorable possible, faire en sorte que ce soit apporté, que le service soit apporté au bon moment, dans la bonne discussion, avec les bons mots, avec le bon vocabulaire, et que ce soit donc du coup un vrai succès, quoi. Et donc pour ça, on a besoin de la formation effectivement et de faire en sorte d'inclure les équipes au maximum pour que en tout cas l'acquisition d'un nouveau service soit optimale. OK, et comment tu as vu l'impact de la formation des équipes, au produit Alma, par exemple? Qu'est-ce que ça a apporté aux retailers? Alors, il y a plusieurs réponses, ou du moins il y a plusieurs facettes que ça a pu améliorer et je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que non seulement ça permet souvent déjà de remettre alors pas dans une salle parce qu'on fait ça en visio, mais de pouvoir mettre autour de la table les équipes terrain et donc ils sont contents de se retrouver. Et ça permet de pouvoir tout simplement échanger sur leur quotidien, de pouvoir remonter un petit peu des points qui leur sont arrivés dans les différents magasins. Ça, c'est ce qui a apporté, on va dire, aux équipes sur le terrain en direct. Un autre aspect qui était assez fort et qu'on a constaté très régulièrement, c'est que c'est l'occasion rêvée pour les marques de aussi remettre à jour, par exemple, les accès pour, on parlait de LMS au début, de se rendre compte que tout le monde n'avait pas forcément tous les bons accès. Donc, comme on peut aussi créer de la formation en e-learning, du coup, de pouvoir s'assurer que l'ensemble des équipes a bien accès au LMS et a bien accès à tous les outils en fait qui sont à leur disposition.
Et donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir améliorer finalement sur pas mal de points, à la fois donner les clés du succès aux équipes de vente sur le terrain et en même temps de s'assurer que de façon plus générale, parce que c'est pas seulement pour le service, c'est de pouvoir s'assurer que tout simplement tout le monde a accès à la formation sur les différentes marques avec lesquelles on travaille. Mmh. On a beaucoup parlé de Seasonly pour son excellent service client. Alma est aussi connu pour ça. C'est quoi la recette magique d'un bon service client pour améliorer justement cette expérience client? Alors, on n'a pas de baguette magique, mais par contre, on a une grande capacité d'adaptation. En fait, je pense que c'est là que fait toute la différence. C'est qu'on est capable vraiment je parlais tout à l'heure de travailler avec le cérémoniel de vente. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'adapter pleinement à chaque marchand avec lequel on travaille. On travaille dans toutes les différentes verticales possibles chez Alma. Et en fait, on va vraiment créer donc un plan de déploiement et de formation qui est adapté à chaque situation. Du coup, on co-crée avec chaque marque, ce qui nous permet effectivement d'avoir un service client qui est excellent. Alors sur la partie lancement et après sur le suivi, d'être toujours tout simplement à disposition des différentes équipes. Ouais, donc ça rejoint, la flexibilité dont parlait Chloé tout à l'heure. Je crois elle est assez universelle. Hem, Rislaine, est-ce que tu peux nous dire comment optimiser le temps sur les parties RH justement pour se concentrer sur le management? C'est aussi quelque chose qui peut permettre justement hem, bah, de de rendre plus disponible probablement le management, de les décharger, tu en parlais tout à l'heure et Ouais, ça peut c'est passer par ces parties RH? Je peux te donner déjà, il y a plusieurs choses que l'on peut mettre en place qui sont assez faciles, finalement, qu'importe la taille d'entreprise. Moi, je me souviens encore, d'après-midi entières à me casser la tête sur, des sujets qui étaient du planning, des absences, de gérer des arrêts maladie, gérer des soucis RH qui, non, parfois étaient de mon fait et parfois pas. Et là-dessus, je l'ai dit tout à l'heure, c'est finalement c'est de mettre en place des choses assez simples. Un livret d'accueil, ça en fait partie. Proposer justement des outils qui vont permettre un onboarding beaucoup plus fluide, assez processé. Chloé en parlait tout à l'heure, c'est justement un peu d'uniformiser cette partie onboarding sur les différents établissements ou qu'on ait finalement qu'un seul établissement ou plusieurs. L'idée, c'est que vraiment tous les salariés aient le même accès aux mêmes informations. Il n'y a rien de pire qu'un salarié qui se retrouve face à un client et qui dise « Ah, j'ai pas l'info, désolé, faut que j'aille demander. » Ça, c'est horrible. C'est horrible pour le client, c'est horrible pour le salarié de pouvoir vraiment fluidifier toute cette partie onboarding. Et tout l'après aussi, la partie du quotidien, et je le redis, la disponibilité des managers, ça, c'est de s'organiser, c'est de gagner en efficacité. On a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont proposées et tout ça passe par une meilleure organisation. Et ça se fait un cercle vertueux. Un salarié correctement onboardé, ça fait un salarié impliqué, ça fait du coup une organisation sur le floor qui est beaucoup plus fluide, des managers qui sont aussi du coup disponibles, un salarié qui est bien mieux formé, bien plus au courant de tous les process internes, parce que c'est des informations dont ils ont besoin. Donc c'est forcément quelque chose par laquelle on doit passer. C'est pas marrant en tant que manager de donner toutes ces infos, mais au moins là, si on est équipé, on a des outils qui sont adaptés à notre métier. Ça c'est un bonheur. Super, on arrive au bout de ce webinaire. Je vous, propose de répondre au sondage qui vous a été envoyé, pour ceux qui nous regardent. Mais merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez raté le début, le replay vous sera envoyé par email. Cet épisode marque la fin de notre saison de webinaire. Nous allons marquer une pause durant l'été. J'étais ravi d'accueillir Chloé, Eric et Rislaine. Merci beaucoup à vous 3. Merci. Merci beaucoup. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à consulter nos 13 webinaires, réalisés durant ces 4 derniers mois. Et comme le soleil a enfin décidé de s'inviter dans notre quotidien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel été à tous et rempli de réussite. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.